Henry Jekyll fait l'exposé complet de son cas. Je suis né en l'an 1800, héritier d'une belle fortune, doué en outre de facultés remarquables, incité par nature au travail, recherchant la considération des plus sages et des meilleurs d'entre mes contemporains, j'offrais de la sorte, aurait-on pu croire, toutes les garanties d'un avenir honorable et distingué. Et de fait, le pire de mes défauts était cette vive propension à la joie qui fait le bonheur de beaucoup, mais que je trouvais difficile de concilier avec mon désir impérieux de porter la tête haute et de revêtir en public une mine plus grave que le commun des mortels. Il résulta de là que je ne me livrais au plaisir qu'en secret, et lorsque j'atteignis l'âge de la réflexion et commençai à regarder autour de moi et à me rendre compte de mes progrès et de ma situation dans le monde, je me trouvais déjà réduit à une profonde dualité d'existence. Plus d'un homme aurait tourné en plaisanterie les licences dont je me rendais coupable. Mais des hauteurs idéales que je m'étais assignées, je les considérais et les dissimulais avec un sentiment de honte presque maladif. Ce fut donc le caractère tyrannique de mes aspirations, bien plutôt que des vices particulièrement dépravés, qui me fit ce que je devins, et par une coupure plus tranchée que chez la majorité des hommes, sépara en moi ces domaines du bien et du mal, où se répartit et dont se compose la double nature de l'homme. Dans mon cas particulier, je fus amené à méditer de façon intense et prolongée sur cette dure loi de l'existence qui se trouve à la base de la religion et qui constitue l'une des sources de tourments les plus abondantes. Malgré toute ma duplicité, je ne méritais nullement le nom d'hypocrite. Les deux faces de mon moi étaient également d'une sincérité parfaite. Je n'étais pas plus moi-même quand je rejetais la contrainte et me plongeais dans le vice que lorsque je travaillais, au grand jour, à acquérir le savoir qui soulage les peines et les maux. Et il se trouva que la suite de mes études scientifiques, pleinement orientée vers un genre mystique et transcendant, réagit et projeta une vive lumière sur l'idée que je me faisais de cette guerre sempiternelle livrée entre mes éléments constitutifs. De jour en jour, et par les deux côtés de mon intelligence, le moral et l'intellectuel, je me rapprochai donc peu à peu de cette vérité, dont la découverte partielle a entraîné pour moi un si terrible naufrage, à savoir que l'homme n'est en réalité pas un, mais bien deux. Je dis deux, parce que l'état de mes connaissances propres ne s'étend pas au-delà. D'autres viendront après moi qui me dépasseront dans cette voie. Et j'ose avancer l'hypothèse que l'on découvrira finalement que l'homme est formé d'une véritable confédération de citoyens multiformes, hétérogènes et indépendants. Pour ma part, suivant la nature de ma vie, je progressai infailliblement dans une direction, et dans celle-là seule. Ce fut par le côté moral, et sur mon propre individu, que j'appris à discerner l'essentielle et primitive dualité de l'homme. Je vis que des deux personnalités qui se disputaient le champ de ma conscience, si je pouvais à aussi juste titre passer pour l'une ou l'autre, cela venait de ce que j'étais foncièrement toutes les deux. Et à partir d'une date reculée, bien avant que la suite de mes investigations scientifiques m'eût fait même entrevoir la plus lointaine possibilité de pareils miracles, j'avais appris à caresser amoureusement, tel un beau rêve, le projet de séparer ces éléments constitutifs. Il suffirait, me disais-je, de pouvoir caser chacun d'eux dans une individualité distincte pour alléger la vie de tout ce qu'elle a d'insupportable. L'injuste, alors, suivrait sa voie, libéré des aspirations et des remords de son jumeau supérieur, et le juste s'avancerait d'un pas ferme et assuré sur son chemin sublime, accomplissant les bonnes actions dans lesquelles il trouve son plaisir, sans plus se voir exposé au déshonneur et au repentir causé par ce mal étranger. C'est pour le châtiment de l'humanité que cet incohérent faisceau a été réuni de la sorte, que, dans le sein déchiré de la conscience, ces jumeaux antipodiques sont ainsi en lutte continuelle.
N'y aurait-il pas un moyen de les dissocier? J'en étais là de mes réflexions lorsque, comme je l'ai dit, un rayon inattendu jailli de mes expériences de laboratoire vint peu à peu illuminer la question. Je commençais à percevoir, plus vivement qu'on ne l'a jamais fait, l'instable immatérialité, la fugacité nébuleuse de ce corps en apparence si solide dont nous sommes revêtus. Je découvris que certains agents ont le pouvoir d'attaquer cette enveloppe de chair et de l'arracher ainsi que le vent relève les pans d'une tente. Mais je ne pousserai pas plus loin cette partie scientifique de ma confession pour deux bonnes raisons. D'abord, parce que j'ai appris à mes dépens que le calamiteux fardeau de notre vie est pour toujours attaché sur nos épaules, et qu'à chaque tentative que l'on fait pour le rejeter, il n'en retombe sur nous qu'avec un poids plus insolite et plus redoutable. En second lieu, parce que, ainsi que mon récit le rendra hélas trop évident, ma découverte fut incomplète. Je me bornerai donc à dire qu'après avoir reconnu dans mon corps naturel la simple auréole et comme l'émanation de certaines des forces qui constituent mon esprit, je réussis à composer un produit grâce auquel ces forces pouvaient être dépouillées de leur suprématie, pour faire place à une seconde forme apparente, non moins représentative de mon moi, puisque étant l'expression et portant la marque d'éléments inférieurs de mon âme. J'hésitai longtemps avant de mettre cette théorie à l'épreuve de l'expérience. Je savais trop que je risquais la mort, car avec un produit assez puissamment efficace pour forcer et dominer la citadelle intime de l'individualité, il pouvait suffire du moindre excès dans la dose ou de la moindre intempestivité dans son application pour qu'elle abolît totalement ce tabernacle immatériel que je comptais lui voir modifié. Mais l'attrait d'une découverte aussi singulière et aussi grosse de conséquences surmonta finalement les objections de la crainte. Depuis longtemps, ma teinture était prête. Il ne me resta donc plus qu'à me procurer, dans une maison de droguerie en gros, une forte quantité d'un certain sel que je savais être, de par mes expériences, le dernier ingrédient nécessaire. Et enfin, par une nuit maudite, je combinai les éléments, les regardai bouillonner et fumer dans le verre, tandis qu'ils réagissaient l'un sur l'autre, et lorsque l'ébullition se fut calmée, rassemblant toute mon énergie, j'absorbai le breuvage. J'éprouvai les tourments les plus affreux, un broiement dans les os, une nausée mortelle, et une agonie de l'âme qui ne peut être surpassée à l'heure de la naissance ou à celle de la mort. Puis, rapidement, ces tortures déclinèrent, et je revins à moi comme au sortir d'une grave maladie. Il y avait dans mes sensations un je ne sais quoi d'étrange, d'indiciblement neuf, et aussi, grâce à cette nouveauté même, d'incroyablement exquis. Je me sentais plus jeune, plus léger, plus heureux de corps. C'était en moi un effrénement capiteux, un flot désordonné d'images sensuelles traversant mon imagination comme un rude moulin, un détachement des obligations du devoir, une liberté de l'âme inconnue, mais non pas innocente. Je me sentis, dès le premier souffle de ma vie nouvelle, plus méchant, 10 fois plus méchant, livré en esclavage à mes mauvais instincts originels. Et cette idée, sur le moment, m'excita et me délecta comme un vin. Je m'étirai les bras, charmé par l'inédit de mes sensations. Et dans ce geste, je m'aperçus tout à coup que ma stature avait diminué. Il n'existait pas de miroir à l'époque dans ma chambre. Celui qui se trouve à côté de moi tandis que j'écris ceci y fut installé beaucoup plus tard et en vue même de ces métamorphoses. La nuit cependant était fort avancée. Le matin, en dépit de sa noirceur, allait donner bientôt naissance au jour.
Les habitants de ma demeure étaient ensevelis dans le plus profond sommeil, et je résolus, tout gonflé d'espoir et de triomphe, de m'aventurer sous ma nouvelle forme à parcourir la distance qui me séparait de ma chambre à coucher. Je traversai la cour, où, du haut du ciel, les constellations me regardaient sans doute avec étonnement. Moi, la première créature de ce genre que leur eût encore montré leur vigilance éternelle. Je me glissai au long des corridors étrangers dans ma propre demeure, et arrivé dans ma chambre, je me vis pour la première fois en présence d'Edward Hyde. Je ne puis parler ici que par conjecture, disant non plus ce que je sais, mais ce que je crois être le plus probable. Le mauvais côté de ma nature, auquel j'avais à cette heure donné forme, était moins robuste et moins développé que le bon, récemment rejeté. De plus, dans le cours de ma vie, qui avait été, somme toute, pour les 9/10 une vie de labeur et de contrainte, il avait été soumis à beaucoup moins d'efforts et de fatigues. Telle est, je pense, la raison pourquoi Edward Hyde était tellement plus petit, plus mince et plus jeune que Henry Jekyll. Tout comme le bien se reflétait sur la physionomie de l'un, le mal s'inscrivait en toutes lettres sur les traits de l'autre. Le mal, en outre, où je persiste à voir le côté mortel de l'homme, avait mis sur ce corps une empreinte de difformité et de déchéance. Et pourtant, lorsque cette laide effigie m'apparut dans le miroir, j'éprouvai non pas de la répulsion, mais bien plutôt un élan de sympathie. Celui-là aussi était moi. Il me semblait naturel et humain. À mes yeux, il offrait une incarnation plus intense de l'esprit. Il se montrait plus intégral et plus un que l'imparfaite et composite apparence que j'avais jusque-là qualifiée de mienne. Et en cela, j'avais indubitablement raison. J'ai observé que lorsque je revêtais la figure de Hyde, personne ne pouvait s'approcher de moi sans ressentir tout d'abord une véritable horripilation de la chair. Ceci provenait, je suppose, de ce que tous les êtres humains que nous rencontrons sont composés d'un mélange de bien et de mal. Or, Edward Hyde, seul parmi le rang de l'humanité, était fait exclusivement de mal. Je ne m'attardai qu'une minute devant la glace. J'avais encore à tenter la seconde expérience qui serait décisive. Il me restait à voir si j'avais perdu mon individualité sans rémission, et s'il me faudrait avant le jour fuir d'une maison qui n'était désormais plus la mienne. Regagnant en hâte mon cabinet, je préparai de nouveau et absorbai le breuvage, souffris une fois de plus les tourments de l'agonie, et revins à moi une fois de plus avec la mentalité et les traits de Henry Jekyll. J'étais arrivé cette nuit-là au fatal carrefour. Eussé-je envisagé ma découverte dans un esprit plus relevé, eussé-je risqué l'expérience sous l'empire de sentiments nobles et généreux, tout se serait passé autrement, et de ces agonies de mort et de renaissance, je serais sorti ange, et non point démon. La drogue n'avait pas d'action sélective. Elle n'était ni diabolique ni divine. Elle ne faisait que forcer les portes de la prison constituée par ma disposition psychologique. Et, à l'instar des captifs de Philippe, ceux-là qui étaient dedans s'évadaient. À cette époque, ma vertu somnolait. Mon vice, tenu en éveil par l'ambition, fut alerté et prompt à saisir l'occasion. Et l'être qui s'extériorisa fut Edward Hyde. En conséquence, tout en ayant désormais deux personnalités, aussi bien que deux figures, l'une était entièrement mauvaise, tandis que l'autre demeurait le vieux Henry Jekyll, ce composé hétérogène que je désespérais depuis longtemps d'amender ou de perfectionner. L'avance acquise conduisait donc droit au pire. Même à cette époque, je n'avais pas encore entièrement surmonté l'aversion que m'inspirait l'aridité d'une vie d'études.
j'étais encore parfois disposé à m'amuser, et comme mes plaisirs étaient, pour ne pas dire plus, peu relevés, et que non seulement j'étais bien connu et fort considéré, mais que je commençais à prendre de l'âge, cette incompatibilité de ma vie me pesait chaque jour un peu plus. Ce fut donc par là que ma nouvelle faculté me séduisit et que je tombai enfin dans l'esclavage. Ne me suffisait-il pas de boire la mixture pour dépouiller aussitôt le corps du professeur en renom et pour revêtir, tel un épais manteau, celui d'Edward Hyde? Cette idée me fit sourire. Je la trouvais alors amusante, et je pris mes dispositions avec le soin le plus méticuleux. Je louai et meublai cette maison de Soho où Hyde a été pisté par la police, et engagé comme gouvernante une créature que je savais muette et sans scrupules. D'autre part, j'annonçai à mes domestiques qu'un certain monsieur Hyde, que je leur décrivis, devait avoir toute liberté et tout pouvoir dans mon domicile donnant sur la place. Et pour les familiariser avec lui, en vue de parer aux mésaventures, je me rendis visite sous ma seconde incarnation. Je rédigeai ensuite ce testament qui vous scandalisèrent si fort, de façon que s'il m'arrivait quelque chose en la personne du docteur Jekyll, je pusse passer à celle de Hyde sans perte financière. Ainsi prémuni à ce que j'imaginais de tous côtés, je commençai de mettre à profit les singuliers privilèges de ma situation. Des hommes, jadis, prenaient à gage des spadassins pour exécuter leurs crimes, tandis que leur propre personne et leur réputation demeuraient à l'abri. Je fus le tout premier qui en agit de la sorte pour ses plaisirs. Je fus le premier à pouvoir ainsi affronter les regards du public sous un revêtement d'indiscutable honorabilité, pour, la minute d'après, tel un écolier, rejeter ses oripeaux d'emprunt et me plonger à corps perdu dans l'océan de la liberté. Mais pour moi, sous mon impénétrable déguisement, la sécurité était complète. Songez-y, je n'existais même pas. Qu'on me laissât seulement franchir la porte de mon laboratoire, qu'on me donnât quelques secondes pour préparer et avaler le breuvage que je tenais toujours prêt, et quoi qu'il eût fait, Edward Hyde s'évanouissait comme la buée de la laine sur un miroir. Et là, à sa place, tranquille et bien chez lui, studieusement penché sous la lampe nocturne, en homme que les soupçons ne peuvent effleurer, l'on ne trouvait plus que Henry Jekyll. Les plaisirs que je m'empressais de rechercher sous mon déguisement étaient, comme je l'ai dit, peu relevés, pour n'user point d'un terme plus sévère. Mais entre les mains d'Edward Hyde, ils ne tardèrent pas à tourner au monstrueux. En revenant de ces expéditions, j'étais souvent plongé dans une sorte de stupeur, à me voir si dépravé par procuration. Ce démon familier que j'évoquais hors de ma propre âme, et que j'envoyais seul pour en faire à son bon plaisir, était un être d'une malignité et d'une vilainie foncière. Toutes ses actions, comme toutes ses pensées, se concentraient sur lui-même. Impitoyable comme un homme de pierre, il savourait avec une bestiale avidité le plaisir d'infliger à autrui le maximum de souffrance. Henry Jekyll restait parfois atterré devant les actes d'Edward Hyde. Mais la situation, en échappant aux lois ordinaires, relâchait insidieusement l'emprise de sa conscience. C'était Hyde, après tout, le coupable, et lui seul. Jekyll n'en était pas pire. Il trouvait à son réveil ses bonnes qualités en apparence intactes. Il s'empressait même, dans la mesure du possible, de défaire le mal que Hyde avait fait, et ainsi s'endormait sa